À la une, depuis le 1er janvier, les détecteurs de fumée font partie intégrante de nos logements. C'est la loi qui le prévoit. Depuis l'année dernière, les ventes ont donc connu un grand boom. Les bons marchés ont le plus de succès, mais sont-ils fiables? On voit cela dans quelques instants. Les grévistes de Matoury durcissent le mouvement. Ils ont mené ce matin une opération escargot sur les routes de la commune. Toute la population en a marre. Trop, c'est trop. Leur témoignage à suivre dans quelques instants. Enfin, d'ici 2017, Iracoubo devrait accueillir une résidence de près de 80 logements. Une avancée qui permettra l'accès à la propriété, mais aussi une mise à jour en termes de nombre de logements. Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour votre tranche info. Vous aviez jusqu'au 1er janvier pour installer un détecteur de fumée dans votre domicile. Un an après l'annonce de cette obligation, les ventes ont considérablement chuté chez les revendeurs et ce sont les produits les plus bas de gamme qui partent le plus. Mais sont-ils vraiment fiables? Réponse avec Maxime de la Houplière et Jonathan Lariot. Dans ce magasin de bricolage, on a décidé de mettre en tête de gondole des détecteurs de fumée. Car depuis le 9 mars 2015 et l'obligation d'acheter un appareil d'alerte incendie pour tous les logements d'habitation, les ventes ont sacrément chuté. Il y a eu un gros boom donc, juste avant le mois de mars 2015, puisqu'il y a eu beaucoup de communication, donc les clients se sont beaucoup déplacés dans les lieux de vente, ce qui fait qu'on a vendu plus de 500 détecteurs en un mois. Et aujourd'hui, donc, les ventes se sont essoufflées, puisque ça s'est un petit peu tassé, les gens ont un peu oublié. Donc aujourd'hui, on en vend 10 fois moins quasiment. Voilà. Aujourd'hui, sur la cinquantaine de ventes chaque mois, la plupart sont des appareils bas de gamme. Un constat que l'on déplore ici. Comme c'est souvent pour de la location, les gens préfèrent prendre le moins cher. Nous, ce qu'on conseille, c'est de passer sur une gamme un peu supérieure, tant sur la durée de vie de la pile que sur la qualité, éviter des déclenchements intempestifs. C'est important, c'est quand même un produit qui est lié à la sécurité. De plus, dans la majorité des cas, les détecteurs d'entrée de gamme ne sont garantis qu'un an. Ainsi, si votre appareil devient défectueux et qu'un incendie se déclare après cette période, votre responsabilité sera engagée. Selon la loi, c'est bien aux locataires, en effet, qu'incombe l'entretien de l'appareil. Le constructeur vous le garantit pendant un an. Donc si il vous arrive un problème après ces un an, la garantie du constructeur ne sera pas active. Un produit garantit 5 ans. Si vous additionnez 5 fois ou 10 fois un produit que vous allez acheter même bas de gamme, vous n'arriverez jamais à un prix. Il est plus intéressant sur du long terme d'acheter un produit de qualité que d'acheter un produit des fois d'entrée de gamme, même s'il fait la fonction parfaitement pendant un an. Effectivement, au bout de la deuxième année, vous serez plus embêté. Pour rappel, le détecteur de fumée doit de préférence être installé dans les couloirs ou le palier desservant les chambres. Il doit être fixé le plus haut possible au centre du plafond pour une meilleure efficacité. Dans l'actualité, je vous le disais, le ton monte à la mairie de Matoury. 29 jours de grève et toujours pas d'issue. Ce matin, les agents en grève ont mené une opération escargot entre 6h et 8h du bourg de Matoury jusqu'à l'échangeur de Balata. Ils pointent du doigt un refus du maire d'aboutir à un accord. La population, en tout cas, en a ras-le-bol. Mia Pierre. C'est un avertissement. Ils sont en colère et entendent bien le faire savoir. Les habitants du bourg de Matoury et autres administrés des quartiers éloignés ont dû rouler au pas pour se rendre à Cayenne entre 6h et 8h. Les grévistes ont décidé de changer de mode opératoire. Ce matin, ils ont bloqué la circulation. Nous n'avons pas voulu prendre en otage la population, mais si on doit se faire entendre, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, on doit passer par là. Mais nous nous excusons auprès de la population, mais nous pensons que si nous n'aboutissons pas avec les négociations, nous serons bien obligés de changer de braquet, comme on dit. Nous avons comme médiateur la préfecture, mais nous trouvons que ça traîne un petit peu. Nous avons fait des efforts considérables sur les différents points, mais nous nous rendons compte que monsieur le maire de son côté ne fait pas l'effort qu'il faut. La préfecture continue à jouer le rôle de médiateur, un conflit dont on ne voit pas l'issue. Pour les habitants de Matoury, cette grève n'a que trop duré. Ça devait être terminé parce que les gens ne comprennent pas. Il faut qu'ils se mettent d'accord. Le maire doit se mettre d'accord avec eux et eux aussi, ils doivent se mettre d'accord avec le maire. Ça a trop duré. Moi, je pense que la grève va assez durer. Et de toute façon, je ne pense pas que la gréviste a intérêt à continuer. Chaque fois qu'on doit faire une table ronde, il se retire. Alors je me demande vraiment ce qu'ils veulent et ce qu'ils attendent de la mairie. Le maire Gabriel Serville n'a pas souhaité réagir après l'opération escargot de ce matin. Ce soir,
Il devrait présenter un nouveau projet de protocole à l'intersyndicale des agents en colère. Ces derniers pourraient l'accepter ou durcir un peu plus le mouvement de grève. Un nouveau syndicat pour les transporteurs de Guyane, le STDG, a fait ses présentations avec les médias et les professionnels du secteur ce matin. Son mot d'ordre, apporter une autre vision du secteur et apporter une alternative à l'Union du groupement des transporteurs, unique représentant de ces professionnels jusqu'ici. Le vice-président s'est exprimé au micro de Mia Pierre, on l'écoute. Nous avons créé ce syndicat. Ce syndicat, il représente tous les transporteurs. Ça, c'est important de le préciser, tous les transporteurs, qu'ils soient sous la bannière ou pas d'un GIE. Par la simple bonne raison que ce syndicat, il incorpore tous les corps de métier qui sont affiliés au transport. Aussi simple que ça. Dans un premier temps, mieux organiser le transport. Dans un second temps, surtout, faire de manière à ce que nos adhérents soient à jour de toute cotisation patronale, salariale et fiscale, parce que nous partons du principe que lorsqu'on cherche à revendiquer, lorsqu'on veut revendiquer quoi que ce soit, il faut déjà que nous-mêmes on soit clean et surtout non à jour aux yeux de l'État. Maintenant, on conçoit très bien qu'il n'y ait pas beaucoup de travail, ça on le conçoit très bien. Maintenant, nous sommes pour certaines choses, mais contre certaines choses aussi. Et surtout, par rapport à tout ce qui se passe, la manière de faire ne nous plaît pas plus ou moins. Donc, la raison pour laquelle nous ne sommes pas solidaires sur ces actions qui ont été passées récemment. Je rejoins maintenant notre invité du soir, Adelson Magloire, représentant de l'opposition à la mairie de Kourou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va revenir avec vous sur cette question. On l'a vu, une partie des élus de la mairie s'est vue retirer ses délégations en début de mois. La raison officielle, une question de cohérence politique dans laquelle ces agents ne s'insèrent pas. La raison officieuse serait leur refus d'apporter leur soutien au candidat Rodolphe Alexandre pendant les élections. En tant que représentant de l'opposition au sein de la mairie, qu'en pensez-vous ? Notre groupe citoyen et indigné que je représente avec Eddy Gabriel, Bernard Pierban et Marie-Jean-Baptiste, pour nous, ce n'est pas notre préoccupation. Je pense que c'est au maire actuel, François Ringuet, de se positionner et de vous expliquer ses décisions. Donc je pense que la campagne a livré un certain nombre de vérités et d'expressions, en public notamment. Donc je pense que c'est à lui de s'en expliquer. Nous, ce qui nous préoccupe plus, c'est la situation de Kourou et l'avenir de cette ville d'ici les prochaines années. Avant d'y venir, justement, vous avez quand même suivi le dossier. Et puis demain soir, il va y avoir un conseil municipal. La question va bien sûr être évoquée, puisque ces personnes vont être remplacées. Il va y avoir un vote. Comment est-ce que l'opposition se situe par rapport à cette réalité ? Donc déjà, on va écouter les arguments qui seront présentés. C'est clair que nous n'allons pas nous présenter au renouvellement de cette équipe. Pour nous, ce qui est important au-delà du casting, c'est la politique menée. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut intervenir, être force de proposition, parce que les Kouroussiens attendent au niveau du travail, au niveau du logement, de la sécurité, des résultats, du concret. Par exemple, les derniers chiffres du chômage, on est aujourd'hui à 4135 chômeurs sur Kourou. C'est une augmentation de plus 0,2%. Je pense que là, il y a de matière à faire. Alors justement, l'opposition, vous êtes 8 en tout, même si 4 sont peut-être plus actifs que d'autres. Corrigez-moi si je me trompe. Aujourd'hui, comment est-ce que ces 8 élus de l'opposition se positionnent au sein de la mairie ? Quelles propositions sont faites ? Alors sur la question du groupe, c'est vrai que 4 parmi les 8 ont voulu fonctionner en groupe. Donc c'est une méthode de travail qui est différente, tout simplement. Après, nous situons en force de proposition. Parce que il y a eu le verdict des urnes en 2014 et je pense que jusqu'en 2020, il y a matière à faire des propositions, à se positionner sur des projets et à en avoir la paternité surtout. C'est ça qui est important, c'est apporter des solutions pour que la ville soit beaucoup plus attractive, accueillir des entreprises qui elles-mêmes vont embaucher demain et qu'elles puissent ensuite proposer des champs d'intervention à des acteurs divers au niveau des événements, mais aussi du développement économique. Alors avant de parler un peu plus en détail de cette question, on va revenir sur cette question des élus de la mairie qui vont être remplacés avec une réaction, regardez. Les délégations appartiennent au maire, donc le maire peut tout à fait reprendre et redonner ses délégations comme il le souhaite sans forcément en donner connaissance à son conseil, passer par le conseil pour le faire. Cependant, des élus ne peuvent pas être adjoints s'ils n'ont pas de délégation. On va réviser aussi le positionnement des élus au sein du conseil municipal pour 4 adjoints. C'est pas une chose facile de faire un remaniement municipal pendant un mandat. C'était très délicat. On a tous beaucoup discuté à ce sujet. Ça a été une décision vraiment collégiale. Le maire est venu nous trouver, il nous a parlé de ce qu'il souhaitait faire, il nous a demandé notre avis. On a tous discuté ouvertement de ce sujet. On est tous tombés d'accord là-dessus.
On a besoin aujourd'hui, la situation de Kourou est vraiment difficile et délicate et on a besoin aujourd'hui d'une équipe qui soit forte, où tout le monde se fait confiance et qu'on aille tous dans la même direction pour l'intérêt général de Kourou. Monsieur Magloire, votre réaction après cette interview? Donc voilà, ils ont livré leur argument, donc je pense que c'est leur affaire quelque part. Donc c'est bien et j'espère que demain on aura beaucoup plus de détails sur ça. Mais nous on le dit, ce n'est pas le plus important. Le casting n'est pas important, c'est la politique menée. Nous proposons un plan communal de relance et elle a bien fait état de la situation de Kourou. Donc je pense que Kourou est un petit peu à l'arrêt aujourd'hui en termes de développement. On était beaucoup en pointe sur des secteurs d'innovation notamment. Et je pense qu'à l'aube d'Ariane 6, et puis lorsqu'on voit émerger des territoires concurrents comme l'île de Cayenne et Saint-Laurent avec l'Ouest, je pense qu'aujourd'hui il y a matière à mener des politiques offensives. Justement, donc on commençait à en parler tout à l'heure. On a vu que la commune a un déficit de 24 millions d'euros. Bon, le chiffre varie en fonction du point de vue. En tout cas, la somme est importante. L'opposition propose donc un plan communal de relance en 4 grandes lignes. En quoi consiste-t-il exactement? L'idée, c'est de proposer un plan communal de relance tout de suite en sachant qu'il n'y a pas de moyens financiers disponibles. Et donc, il y a des actions à mener qui ne coûtent pas cher. Les premières, c'est augmenter les recettes en mettant en place une politique volontariste sur l'acquisition foncière, notamment des personnes occupant des parcelles agricoles. C'est vendre des parts de la Simco, puisque la mairie détient 40% du capital de la Simco, qui est aujourd'hui à 37 millions d'euros. Et donc, tous ces éléments-là, c'est permettre, comme la taxe sur les satellites. Parce qu'aujourd'hui, on parle souvent du CSG et du CNES. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi se pencher sur la question de l'activité commerciale, de l'activité spatiale. Et là, dès qu'un contrat est signé, l'idée, c'est qu'il y ait une taxe, même de 0,01%, qui puisse retomber dans le budget de la mairie. Une taxe sur les satellites et puis peut-être aussi sur le CSG? Alors le CSG, c'est une histoire sur la partie foncière, etc., qui est longue et qui est récurrente. Vous savez que le CSG bénéficie d'un statut spécial et en même temps, il y a la mission Guyane du CNES et puis le CNES directement participe à des programmes, c'est vrai. Mais il y a encore matière à élargir l'assiette fiscale, y compris du côté de la base spatiale, évidemment. Alors très rapidement, même si c'est difficile à dire, en tout cas deux choses sont assez intéressantes dans les propositions. Les îles du Salut devraient, selon vous, revenir à la gestion de Kourou et puis peut-être le bus aussi, le réseau de bus devrait être gratuit. Effectivement, les îles du Salut, comme d'autres îles, puisque après l'administration du bagne, par facilité, je pense, administrative, toutes les îles de Guyane, je dis bien toutes les îles de Guyane, ont été rattachées à la commune de Cayenne. Or, ce serait peut-être un revenu pour Kourou. Voilà, et vous savez très bien qu'aujourd'hui, on se lance sur le marché de la croisière, par exemple. Les croisières s'arrêtent souvent aux îles du Salut, mais impossible pour la ville de Kourou d'intervenir sur le territoire des îles du Salut sans peut-être l'accord de la ville de Cayenne. Et donc, il faut bénéficier de ces retombées. D'autant que parallèlement, les déchets, on les accueille dans la décharge aujourd'hui intercommunale. Et puis, vous avez parlé d'un second point sur les bus Cayenne. Nous, on dit qu'après 2 ans d'expérimentation, il faut peut-être ouvrir des pistes pour qu'on puisse diminuer la part communale en termes de dotation à la DSP et rendre les bus gratuits. Ça veut dire sûrement avoir moins de chiffre d'affaires, mais aussi avoir moins de charges en termes de billetterie et de contrôleurs, par exemple, en termes de charges de personnel. Merci, Monsieur Magloire, pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie. On retourne ce soir à Irakubo, où d'ici 2017, une résidence de près de 80 logements va sortir de terre, non loin du stade communal. Une nouveauté qui va permettre l'accès à la propriété et résoudre une problématique, celle du manque de logements sociaux dans la commune. Voici le reportage de Maxime de la Houplière et Jonathan Lariot. On entre dans la grande pièce à vivre, donc la cuisine, salon, salle à manger, 30 mètres carrés aussi. Rajoutez à cela 2 chambres, une salle de bain et une grande terrasse pour une surface habitable globale de 90 mètres carrés et vous obtiendrez la maison témoin du premier chantier de construction de logements lancé à Irakubo depuis 20 ans. Ouais, c'est un bon projet que je continue de demander à l'État d'évoluer un peu Irakubo parce qu'on a besoin. Il y a l'espace pour faire les maisons, pour le logement, donc là pour moi c'est un bon idée, c'est une bonne chose quoi, pour l'avenir. Mais c'est bien pour la population, parce qu'il y a des gens qui cherchent du logement et n'a pas, je pense que c'est bien. D'ici à la fin 2017, ce terrain aux allures de désert aura donc bien changé. 76 maisons vont y être construites, de quoi loger près de 350 personnes. L'intérêt d'un projet comme celui-là est d'abord, premièrement, permettre une décohabitation, parce qu'on a énormément de familles où les enfants, parfois même les petits-enfants, sont hébergés chez les parents. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près une 40aine de demandes de logements sociaux qu'on n'est pas capable de satisfaire. Donc aujourd'hui, tout notre intérêt à nous, c'est de permettre justement à notre population d'évoluer. D'autres projets sont à l'étude pour cette ville de 2000 habitants. Une maison communale devrait prochainement voir le jour.
Restez avec nous dans quelques instants. Nous verrons la sortie d'un ouvrage historique sur la disparition du député Justin Cataillé en 1962. Et puis nous parlerons d'une autre œuvre, celle de l'ex-star du ballon rond Lilian Thuram. Son pamphlet contre la discrimination est mis en scène par des collégiens en Guadeloupe. Reportage à suivre dans quelques instants. Mais d'abord, revenons sur ces chiffres. L'indice des prix à la consommation pour le mois de janvier a été révélé par l'INSEE. Il a baissé de 0,4%, un chiffre qui s'explique surtout par la baisse du tarif des billets d'avion, moins 14,5%. Le prix de l'alimentation et des services de santé ont, eux, baissé respectivement de 0,4 et 0,7%. À noter qu'une hausse globale des prix des produits pétroliers qui équivaut à 0,8%. On poursuit avec de la littérature maintenant, avec un livre qui sort pour la 55e année, l'anniversaire de la mort de Justin Cataillé. L'ancien journaliste Fred Le Breton souhaitait éclaircir un certain nombre de zones d'ombre concernant la mort du député guyanais en 1962. Il a donc décidé de retracer chronologiquement ses 6 derniers mois de vie. Nous l'écoutons, il répond aux questions de Mia Pierre. On parle de faits qui historiquement ont eu lieu. Comme c'est encore classé secret confidentiel, donc j'ai décrit les 6 derniers mois du député de la Guyane qui est décédé le 22 juin 1962 d'un accident d'avion à Déé. Et donc on va voir quels sont les différents protagonistes. Et comme tout homme politique, il a bien sûr des personnes qu'il adore, qui vénèrent, qui l'encensent, mais il a également un certain nombre de détracteurs, un certain nombre d'adversaires. Alors entre dire ouais, il faut s'en débarrasser, il faut le tuer, etc., et puis arriver juste à sa disparition dans des conditions tragiques, là on peut s'interroger. J'apporte quelques éléments nouveaux, et donc le lecteur qui ne connaît pas du tout l'affaire va lire cet ouvrage comme étant un roman, un thriller, un roman suspense. Par contre, celui qui est au courant va essayer de rechercher, bien entendu j'ai changé les patronymes et les toponymes, mais il va retrouver un certain nombre d'éléments qui font que ces éléments nouveaux vont apporter un éclairage supplémentaire à une affaire qui est triste et lourde dans la mémoire des contemporains de cet accident. Chez nos voisins de la Martinique, maintenant toujours au chapitre culture, ce week-end sera placé sous le signe de la vengeance ou de la justice, question de point de vue avec le tribunal des femmes bafouées. Il s'agit d'une pièce de théâtre de Tony Deslam, mise en scène par Joé Alpha. Demain et samedi, elle sera jouée au théâtre Aimé Césaire de Fort-de-France et montrera le procès d'un homme infidèle. Reportage Marie Tricot, Fanny Marceau et Michelet François. Desesperado y tú contestando quizás Tu t'en vas. Il faut que j'y aille, il est déjà 1h du matin. Et après ta maîtresse. Enfin, comment dites-vous, messieurs les machos? Ah oui, après ta femme des rois. Tu t'en vas baiser ta légitime. Infidélité, orgueil, mensonge. Ce ne sont pas les 7 péchés capitaux qui se jouent ici, mais les quelques défauts indissociables du cliché antillais. En scène, 3 personnages, un homme, sa femme et sa maîtresse. L'histoire d'un macho tiraillé entre 2 couches, merveilleusement campé par Éric Bonnegrâce. Le thème en tout cas, qui est quand même un thème d'actualité, ouais. J'avoue qu'à un moment j'ai eu un peu de mal à entrer dedans, mais après j'ai cherché une psychologie du personnage qui me plaît, qui me permet de lui donner une direction et que je n'ai pas encore fini d'affiner. J'ai fouillé un peu partout, j'ai fouillé autour de moi, j'ai fouillé très peu dans moi, hein, mais j'ai fouillé beaucoup autour de moi, j'ai regardé des gens qui vivaient un peu comme ça, qui vivent à 100 000 à l'heure sans que ça leur pose de problème. Autour de lui, 2 comédiennes amatrices qui lui font le procès de son infidélité. Des actrices pour qui l'exercice ne manque pas de rappeler la réalité martiniquaise. Et
C'est quelque chose que j'ai découvert en arrivant ici il y a une quinzaine d'années. Je ne comprenais pas trop le rapport entre les hommes et les femmes. Et j'ai donc essayé de creuser, de comprendre, savoir pourquoi cet homme partait, était volage comme ça, allait à droite à gauche. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais mes voisines qui avaient des enfants sans mari, etc. Enfin voilà, et toutes ces situations-là. Et c'est pour ça que j'apprécie vraiment de jouer ce rôle-là, parce que c'est un reflet vraiment de la société dans laquelle je vis. On s'inspire un petit peu de tout ce qu'il y a autour, de personnes qu'on a pu rencontrer, d'amis qu'on a, et on essaie d'avoir au plus près les sentiments de ces gens-là. Et c'est comme ça vraiment que je m'inspire du personnage. Vraiment s'interroger un petit peu sur ce qu'on peut ressentir, aller demander ce que les gens peuvent ressentir, parce qu'on en connaît tous, des maîtresses et des femmes bafouées, donc c'est le quotidien presque. Ah, vous êtes mis d'accord pour me mettre de beaux draps, hein? Je comprends, on s'est mis d'accord et on veut me le faire comprendre, mais ma situation n'est pas la meilleure. J'ai les bijoux de famille séparés en deux. Ce n'est pas la première fois que le tribunal des femmes bafouées de Tony Delcham est réalisé en Martinique. Il y a 22 ans, José Alpha l'avait déjà mise en scène. Il faut dire que les pièces qu'il choisit mettent souvent la femme au cœur du texte. Je n'ai pas eu de père, donc c'est peut-être aussi ce qui m'a porté à découvrir ces espaces-là. Les femmes sont capables aujourd'hui de mener aussi bien leur foyer que des professions, une existence, mais aussi une organisation philosophico-politico-sociale. Hein, et je crois qu'elles se suffisent à elles-mêmes et qu'elles ont le droit de choisir aussi l'homme qui leur convient. Cette pièce, vous pourrez la découvrir demain et samedi au Théâtre Aimé Césaire. Elle sera ensuite jouée au Tom Théâtre de la Croix-Mission les 17, 18 et 19 mars prochains. Assez de représentations pour que les couples légitimes ou non viennent voir ce qu'est un tribunal de femmes bafouées. Un amour différent pour chacune. Alors là, oui, c'est ça l'amour, et je suis l'homme le plus heureux du monde. On referme ce journal en théâtre, toujours avec une adaptation sur les planches de Mes îles Noires par des collégiens guadeloupéens. L'œuvre de l'ex-vedette du football Lilian Thuram, militante contre la discrimination, a su, vous allez le voir, inspirer ces jeunes comédiens. Ils partiront d'ailleurs présenter la pièce à Paris dans quelques jours. Loïs Ignace. Mais ça alors, je crois que je ne verrai plus jamais les choses de la même manière. Nous sommes tous des Africains. C'est ça, tous dit sont des esclaves. Répétition ce matin pour les élèves du collège Richard Samuel de Gourbert. Les collégiens ont été marqués par le livre de Lilian Thuram intitulé « Mes étoiles noires ». Samantha et Yanis interprètent des personnages noirs victimes d'injustice, de cruauté, de racisme, mais qui par leur courage et leur ténacité ont su marquer l'histoire de l'humanité. Je joue plusieurs personnages comme Lucie, Rosa Parks, la reine Zinga et l'élève. Rosa Parks, elle a été victime du racisme parce qu'elle ne voulait pas laisser sa place à un blanc dans un bus et qu'elle a été jugée. De nos jours, dans toutes les écoles, que ce soit de la maternelle au lycée, tout le monde avait déjà vécu des signes de racisme. Comme moi, je ne veux pas m'asseoir à côté de toi parce que tu as une couleur de peau. Et notre message, c'est de faire passer que c'est pas ce qui est à l'extérieur qui compte, mais ce qui est à l'intérieur. Les équipes pédagogiques et artistiques ont appris aux élèves à acquérir plus d'assurance. Pour bon nombre d'entre eux, le théâtre est un véritable exutoire. On a Sinaï qui est très imprégné par Tupac et on sent qu'il a vraiment fait une recherche dessus et qu'il est même un peu timide parce qu'il se dit s'il propose ça, est-ce que c'est pas un peu manquer de respect à Tupac? Donc il est vraiment très imprégné. On a aussi Billy, donc qui incarne Billie Holiday, donc elle chante, elle était très timide à la base, elle ne voulait pas chanter et tout, et maintenant elle tient, elle chauffe sa voix, donc ils sont vraiment très imprégnés, et là on a eu des réflexions dans le sens où, oui mais ce sont des personnages très qui ont marqué l'histoire et tout, il y a un respect, il faut les faire, il faut les faire avec crédibilité. Durant ce projet pédagogique qui a débuté en 2012, les élèves ont eu l'occasion de rencontrer des artistes, des écrivains, des comédiens, une expérience enrichissante qui s'est ressentie sur les résultats scolaires. En plus du théâtre, les élèves ont fait une formation en kinésiologie. Donc là, il s'agissait de travailler sur leur propre corps, leur respiration, leur concentration.
Lucie. Depuis 4 années, on a une amélioration réellement des performances des élèves. Donc des élèves qui étaient au départ en difficulté, qui se retrouvent aujourd'hui avec un niveau scolaire qui est correct. La classe part en tournée à Paris le 13 mars prochain et à leur retour, les élèves présenteront leurs pièces de théâtre à l'Archipel le 19 mai en présence de Lilian Thuram. Ainsi se referme votre page d'information locale. A tout de suite pour l'information nationale et internationale.